seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Depuis quelques jours, quelques semaines, il y a comme une série d'attaques contre la République démocratique du Congo, contre l'entreprise phare de ce pays qui s'appelle la Gécamine, contre son président, le président du conseil d'administration, mais également un certain nombre de dossiers qui tournent autour de ces chiffres faramineux de 200 millions de dollars. Alors, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Qui a emprunté qui a emprunté quoi, auprès de qui, et comment ça s'est passé. Dans le cas d'espèce, quelles sont les conséquences de cette situation par rapport aux institutions de la République démocratique du Congo, par rapport à l'économie, par rapport au social, mais sur le plan aussi juridique, et quelles sont les conséquences qui peuvent peser sur l'avenir de la République démocratique du Congo vis-à-vis des bailleurs de fonds. Toutes ces questions seront répondues par notre invité du jour, qui est à la fois un spécialiste internationaliste, il est avocat international et expert en questions politico-juridiques. Aimé Kilolo est avocat au barreau de Bruxelles et de Lubumbashi. Il a été d'ailleurs, on le rappelle, l'avocat de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, dans l'affaire qu'il opposait à la CPI. Donc c'est l'invité idoine pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de ces dossiers qui défraient la chronique ici en RDC, mais également qui peuvent avoir des conséquences incalculables pour la marche de la coalition FCC-Cash. Maître Kilolo, merci. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Merci d'avoir accepté ces rendez-vous, et surtout que l'opinion, depuis un certain temps, se pose un certain nombre de questions sur cette affaire de 200 millions d'un prêt que la Gécamine aurait contracté auprès d'une société. D'abord, il faut que vous nous expliquiez d'abord de quoi il s'agit dans cette affaire. Ensuite, quelles sont les conséquences si cette affaire n'est pas bien gérée par rapport à notre stabilité de la RDC, par rapport à la coalition en ce moment entre FCC Cash et par rapport aux institutions en place. Écoutez, dans ce dossier, les éléments sont connus. La Gécamine a pu obtenir une ligne de crédit en 2017, une ligne de crédit de 200 millions de dollars. On constate que la Gécamine a activé seulement la moitié de cette ligne de crédit. Environ, la moitié sur 200 millions. Sur 200 millions de dollars de ligne de crédit, n'a emprunté que la moitié, environ 128 millions d'euros. 90% de cet argent a été versé pour le compte du Trésor public de l'État congolais, l'État actionnaire, c'est-à-dire l'État propriétaire de la Gécamine, à titre d'avance sur fiscalité. Et aujourd'hui, évidemment, cette question défraie la chronique et apporte un certain nombre d'interrogations d'experts au niveau international. De quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, il faut savoir que les enjeux aujourd'hui de ces dossiers Gécamine, à qui on impute des faits de blanchiment d'argent, sont d'une extrême gravité. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif qui a pu être décelé par un certain nombre d'experts internationaux autour de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre dans ce dossier Gécamine. Donc il y a des gens qui tirent les ficelles dans cette affaire. Il est clair, au regard d'un certain nombre d'informations concordantes qui parviennent sur la table de tous les observateurs avisés aujourd'hui, que un certain nombre des groupes d'intérêts économiques occidentaux sont derrière le dossier Gécamine tel qu'il défraie la chronique aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, ce qui dérange
des nombreux groupes d'intérêts économiques occidentaux, c'est le nouveau code minier. Ce code minier a été travaillé avec une implication substantielle du président du conseil d'administration de la Gécamine, M. Albert Youma. Par ailleurs, on a tous été témoins du fait que plusieurs firmes multinationales se sont opposées à la promulgation de ce nouveau code minier qui pourtant constitue une occasion en or pour la prospérité économique de notre pays, mais aussi pour l'insertion sociale de jeunes. Vous savez que lorsqu'on parle du nouveau code minier, aujourd'hui, le message qui est transmis à toute la communauté internationale, à tous les investisseurs étrangers, c'est de dire, vous êtes les bienvenus au Congo, mais attention, on ne peut plus continuer comme par les passés, où vous exploitez nos richesses, vous créez plusieurs milliards de dollars que vous arrivez à générer dans vos comptes financiers au détriment de Congolais eux-mêmes qui continuent à croupir paradoxalement dans une misère indescriptible. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Les Congos a besoin de création d'emplois pour des jeunes Congolais. On a donc imposé avec le nouveau code minier que désormais tout le marché de l'exploitation artisanale, qui correspond à peu près à 70% de l'ensemble de l'exploitation de minerais en République démocratique du Congo, doit être affecté uniquement aux Congolais. Seuls les Congolais, dans le cadre des coopératives agréées, peuvent exploiter nos minerais dans le cadre de l'exploitation artisanale. Voici le premier bénéfice de ce code minier. Deuxième bénéfice, c'est aussi, on a dit désormais, tout ce qui est, bien entendu, sous-traitance. La sous-traitance représente à peu près un marché de 2,5 milliards de dollars. Seuls les Congolais peuvent travailler dans le cadre de la sous-traitance. Et ça dérange. Évidemment, ça dérange de nombreux intérêts économiques occidentaux parce que dans le passé, ce qui se passait, c'est que, eh bien, c'était chaque fois des sociétés étrangères qui venaient travailler dans le cadre de la sous-traitance dans notre pays, alors que nous avons plusieurs chômeurs congolais. Ça ne peut plus continuer. Aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis. Ce n'est pas admissible qu'on ait des chômeurs, des ressortissants nationaux du pays, tandis que le travail, le marché de l'emploi est occupé par des étrangers. Ce n'est pas concevable. Donc, pour ça, il faut attaquer l'entreprise phare qu'est la Gécamine et ses dirigeants. Eh bien, l'ancien président Kabila est celui qui a promulgué, donc permis de faire entrer en vigueur justement ce nouveau code minier qui dérange plusieurs intérêts économiques occidentaux. Eh bien, l'objectif ici de ces intérêts hostiles, c'est justement de déstabiliser, en fin de compte, le président Kabila, mais de déstabiliser aussi le président du conseil d'administration, Youma, pour l'écarter finalement du circuit même de la prise des décisions dans ces secteurs. C'est véritablement cela l'enjeu de ce dossier. Et nous devons être attentifs parce qu'à terme, mais c'est aussi de déstabiliser le FCC, déstabiliser la coalition qui est mise en place avec le président Félix Tshisekedi, qui, dans son dernier discours à la nation, a précisé qu'il entendait pérenniser le code minier actuel. Et donc, au regard de tout cela, nous devons évidemment rester très attentifs. C'est une menace aujourd'hui qui est engagée contre la paix, contre la sécurité dans notre pays par ce dossier. Heureusement que nous pouvons compter sur nos hauts magistrats qui traitent ce dossier et qui seront sans doute extrêmement attentifs à ne pas laisser instrumentaliser la justice congolaise au profit des intérêts occidentaux. Vous vous rappellerez que le président Gbagbo a été victime évidemment d'un simulacre de procès à la Cour pénale internationale, tout simplement parce qu'il défendait les intérêts économiques de la Côte d'Ivoire lorsqu'il a dit aux firmes, aux investisseurs étrangers, vous êtes les bienvenus pour exploiter le cacao dans notre pays, mais attention, le marché de l'emploi,
doit être occupée par les Ivoiriens, vous devez payer les impôts, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable aujourd'hui que vous puissiez vous enrichir en partant des ressources naturelles de notre pays sans en payer le prix. Alors, en quoi le président... Vous vous rappellerez aussi que Jean-Pierre Bemba a été victime lui-même aussi des manipulations de la justice internationale, toujours par des intérêts économiques occidentaux, notamment français et autres, qui lui reprochaient d'avoir fait incursion en Centrafrique et d'avoir finalement aidé à placer le président qui était pourtant élu à l'époque, le président Patassé, au détriment de celui qui voulait s'imposer par coup de force, mais tout simplement parce que des intérêts économiques étrangers, à l'époque notamment de la France, étaient en jeu. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi pourrait aussi se retrouver finalement menacé et fragilisé par une implosion de la coalition FCC-Cash, qui est pourtant une coalition qui a été mise en place dans le souci d'assurer le développement du Congo, d'assurer la paix, la sécurité de nos concitoyens, parce qu'après tout, cela ressort du décryptage de la volonté populaire telle qu'elle s'est dessinée après les élections générales dernières. Maître Kilolo, la stabilité du FCC Cash, la stabilité même de la gouvernance du président Félix Tshisekedi découle de la pérennité de ces codes miniers, découle de la stabilité de la GECAMIN, qui est l'entreprise phare qui finance le fonctionnement de l'État congolais. Mais il faut savoir qu'un autre enjeu important de ce dossier GECAMIN, c'est une menace contre la consolidation du tissu économique et social de notre pays. Parce que s'attaquer à la GECAMIN, dire que la GECAMIN, parce qu'après tout, lorsqu'on parle de ce contrat entre Fleurette et la GECAMIN, c'est un contrat entre deux personnes morales, deux sociétés commerciales, ce n'est pas un contrat signé par des particuliers. Ça veut donc dire qu'une remise en question, une imputation des faits de blanchiment d'argent, qui est un crime international, mais veut donc dire qu'on demande, on s'oppose donc à la relance économique de la GECAMIN, parce que la GECAMIN aujourd'hui est en train d'être relancée sur base d'un certain nombre de projets importants dans les cadres de John Venture avec plusieurs sociétés multinationales. Donc on risque de criminaliser la GECAMIN. Mais aujourd'hui, parler de blanchiment d'argent dans des opérations signées au nom et pour compte de la GECAMIN, c'est envoyer un message au marché international pour dire n'acceptez plus de transiger, d'opérer des transactions avec la GECAMIN, c'est demander au gouvernement américain de finalement prendre des sanctions contre la GECAMIN, un peu comme ça a été fait contre les firmes plusieurs sociétés françaises de pétrole, mais aussi en Iran, en Irak et contre les sociétés de Dan Gettler. Il y a eu plusieurs sanctions américaines. Donc c'est tuer l'économie de notre pays pour une raison très simple. La GECAMIN est le premier contributeur du budget de l'État congolais. Le trésor de notre pays aujourd'hui a besoin de cet argent qui vient notamment, principalement d'ailleurs, de la GECAMIN qui est justement un grand contributeur. Nous avons besoin de cet argent, mais c'est pour financer le social du peuple congolais. Aujourd'hui, que demande la population congolaise? Mais c'est de pouvoir accéder à l'énergie, à l'électricité. Il faudrait donc construire des barrages hydroélectriques un peu partout. Il faudrait financer, accompagner cette société de l'État qui est la SNEL. Mais pour le faire, il faut déjà se rappeler dans le passé que le principal client justement de la SNEL a toujours été la GECAMIN. Et c'est avec cette masse d'argent qui entre dans les caisses notamment de la SNEL que ça permet justement d'envisager un certain nombre de projets d'électrification de l'ensemble de notre pays. La GECAMIN a même prêté l'argent à l'AMIBA. Bien sûr, tout à fait. Et ceci est important pour consolider l'économie de notre pays. Mais nous pouvons même parler de l'enseignement obligatoire, le droit à la scolarité gratuite pour l'enseignement de base. Mais la GECAMIN a contribué à construire
des nombreuses écoles. Beaucoup de Congolais ont pu étudier gratuitement grâce aux écoles de la GECAMIN. Nous pouvons parler des hôpitaux de la GECAMIN, de nombreux hôpitaux qui ont permis et permettent à plusieurs Congolais de pouvoir se faire soigner à travers notre pays quasi gratuitement. Et donc détruire la GECAMIN, c'est de détruire le tissu social de notre pays, c'est de combattre finalement l'intérêt suprême du peuple congolais qui demande l'amélioration de ses conditions sociales et humaines. C'est ainsi que je dirais que cette attitude, j'ai lu notamment des déclarations qui sont aujourd'hui imputées à M. Georges Kapiamba, oui. Un avocat par ailleurs, qui inquiète évidemment les milieux d'experts et d'intellectuels qui observent et qui militent pour le développement économique et social de notre pays. Ne touchez pas à notre GECAMIN. Ça ne concerne pas seulement les grands Katanga. Aujourd'hui, c'est vrai que la population du Katanga est évidemment scandalisée par ces attaques contre la GECAMIN. Vous savez aujourd'hui, lorsque vous analysez le document de M. Kapiamba, qui parle justement de blanchiment, qui parle de sanctions américaines contre des sociétés qui ont transigé avec la GECAMIN, mais c'est des poussées à la mort économique de notre pays. Attention, la GECAMIN est le poumon économique de la République démocratique du Congo. La GECAMIN, mais dans ce dossier dont on parle, il y a plus de 100 millions de dollars que la GECAMIN a versé récemment à l'État congolais. Nous avons besoin de cet argent. Aujourd'hui, de quoi est-ce que le Congolais souffre? Mais c'est de la famine. Les gens n'arrivent pas à se nourrir à leur faim, de nombreuses familles congolaises. Mais c'est le chômage. Beaucoup de Congolais tournent les pouces. Le matin, ne savent pas sortir de chez eux pour aller au travail. C'est un désastre. Mais à qui profitent justement ces attaques? Parce que les gens vont vous dire, mais Maître Kilolo, il défend tout ceci, mais on parle là de la corruption, on parle du blanchiment, on veut assainir l'État, mais à qui profite? Mais c'est très clair. Le Congo a toujours été considéré comme un grand marché au profit d'intérêts économiques occidentaux depuis l'acte de Berlin, vous vous en souviendrez. Absolument. Et aujourd'hui, plusieurs groupes d'intérêts économiques occidentaux ont besoin du cobalt de notre pays. Donc il faut venir exploiter les richesses de notre pays, mais ne veulent pas payer les impôts parce que c'est ce qui a été décidé entre 14 pays occidentaux qui ont décidé du partage des richesses naturelles du Congo sans les Congolais. Et là, plusieurs pays, c'est connu, les États-Unis, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et plusieurs autres pays. Et donc, ces décisions ont été prises en disant le Congo est un marché que nous allons organiser, chacun de nous va pouvoir exploiter les richesses de ce pays sans connaître des barrières douanières, sans pouvoir payer des taxes, des impôts là-dessus. Et c'est cet état d'esprit qui continue aujourd'hui. Tout décideur congolais qui à un moment donné dit fini avec la néocolonisation, nous allons nous inscrire dans cette lutte de père de l'indépendance pour permettre aux Congolais finalement de pouvoir accéder à la prospérité économique, mettre fin à ce paradoxe entre le scandale géologique et la pauvreté indescriptible dans laquelle croupissent des millions de Congolais aujourd'hui dans notre pays. Nous fixons un nouveau code minier. Ce code minier est soutenu aujourd'hui par l'ancien président Kabila. Tiens, des informations me parviennent de la Cour pénale internationale pour me dire que le président Kabila pourrait être victime d'un montage grossier pour justement instrumentaliser cette Cour internationale. Donc vous avez des données par rapport en vue de fragiliser davantage la gouvernance en République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Jean-Pierre Bemba en a été victime, c'était inacceptable. Le président Babo en a été victime et plusieurs personnalités à travers le monde, on ne peut pas l'accepter. Il faut aussi dire que, au-delà bien entendu du code minier, mais vous savez qu'on a déstructuré l'Irak, on a déstructuré la Libye. La Libye, mais l'électricité était gratuite. La population libyenne vivait avec un niveau de vie de prospérité économique et sociale. Mais depuis qu'on a introduit la guerre dans ce pays,
eh bien, c'est la misère profonde, indescriptible. Nous refusons aujourd'hui que l'on puisse s'attaquer à la Gécamine, que l'on puisse déstructurer la seule grosse entreprise qui est le joyau de la République démocratique du Congo, qui permet de générer de millions de dollars au profit du trésor congolais par des allégations de blanchiment qui salient, au-delà des dirigeants actuels de la Gécamine, cette grosse entreprise dont les Belges, depuis 1911, lorsque a commencé la production du cuivre, avaient compris l'importance stratégique de cette entreprise avec l'ancienne Union minière du Haut-Katanga qui est devenue aujourd'hui la Gécamine. Et donc, ce discours qui consiste à alléguer, à imputer presque à la légère des faits de blanchiment à cette société, mais ça échappe évidemment aux obligations d'une personnalité. Maître Kilolo, vous êtes un grand avocat internationaliste et vous maîtrisez cet environnement international, notamment au niveau de la criminalisation de certains phénomènes comme les blanchiments, etc. Pourquoi nos compatriotes, certains de nos compatriotes, jouent le jeu de ceux qui veulent s'attaquer? Quelles sont les conséquences? On a même écouté le porte-parole du président parler au nom du président. Quelles sont les conséquences sur le plan du droit, d'abord? Bien, il faut dire que je n'ai pas personnellement suivi le discours du porte-parole du président de la République. J'ai été moi-même porte-parole de l'ancien candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Shadari. Et donc, l'importance d'un porte-parole, le rôle d'un porte-parole, en France, dans des grandes démocraties, partout à travers le monde, c'est de porter la parole du président de la République. C'est ça la différence avec un communicateur. Le porte-parole engage le président de la République. C'est ce que dit le président. Il parle au nom et pour compte du président de la République. C'est extrêmement important, d'autant plus que nous avons cette notion de la séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. À partir du moment où une procédure judiciaire est en cours au sujet des allégations de blanchiment ou de détournement supposé d'argent de la Gécamine, eh bien, le principe de la séparation de pouvoir, qui est un principe sacré en toute démocratie et qui est consacré dans notre Constitution, prévoit que les juges ne peuvent recevoir aucune instruction du pouvoir exécutif, ça veut donc dire aucune instruction du président de la République ou du Premier ministre. Ça veut donc dire que les juges n'est soumis, c'est d'ailleurs transcrit à l'article 150 de la Constitution, le juge ne soumis que à la seule autorité de la loi. Ça veut donc dire aussi, et ça c'est l'article 151 de notre Constitution qui le prévoit, le président de la République, le Premier ministre, ne peut donner aucune injonction à un juge dans le cadre du traitement d'un dossier. Le président de la République n'a pas qualité pour traiter les différends dans le cadre d'un litige judiciaire. Ça veut donc dire aussi qu'il y a une obligation pour un devoir de réserve dans le chef du président de la République et de son porte-parole, dans le chef de son porte-parole, interdiction de désigner à l'avance le coupable. Donc le coupable prédésigné, eh bien c'est une interdiction formelle dans notre Constitution. Le faire au nom du président de la République est extrêmement sanctionné par notre Constitution parce que le respect de la séparation de pouvoir qui engage le président de la République et même le Premier ministre est sanctionné évidemment de crimes de haute trahison. C'est le crime politique de haute trahison qui peut évidemment amener les deux chambres du Parlement réunies en congrès sur un vote de 2/3 en vertu de la Constitution, évidemment, d'engager de poursuites criminelles contre le président de la République ou contre le Premier ministre pour haute trahison devant la Cour constitutionnelle. Ça peut même aboutir à une décision de déchéance. Donc ceci pour dire que nous ne sommes pas là au regard des éléments du dossier actuel, mais
évidemment, un porte-parole du président de la République doit être extrêmement prudent dans ses déclarations et n'est pas fautivement engager le président de la République dans des actes qui pourraient être considérés comme une violation intentionnelle des dispositions sacrées de la Constitution et déboucher, bien entendu, vers un crime politique de haute trahison. C'est une observation qui doit être prise vraiment très au sérieux, mais il y a aussi les aspects, on va dire, d'imputation dommageable. Lorsqu'il s'agit, par exemple, j'ai écouté Maître Moutamba dire l'avocat Kapiamba, dans ce qu'il a pu déclarer, il risque même d'être inquiété par la justice parce qu'il y a certaines affirmations qui peuvent pousser la justice à lui demander des comptes. Bien évidemment que les experts qui suivent attentivement ce dossier se sont inquiétés des déclarations précipitées de M. Georges Kapiamba. Parce que là-dessus, il faut faire attention, faire la différence entre des rumeurs qui sont colportées sur un dossier et des informations étayées par des éléments de preuve. Je le dis pourquoi? Parce que, au regard évidemment de ce qui est disponible aujourd'hui dans les médias, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu écouter dans des conférences des presses, à chaque fois, M. Kapiamba semble se référer aux éléments du dossier. Le dossier pénal, le dossier répressif. Aux éléments du dossier. C'est extrêmement dangereux et répréhensible parce que nous avons évidemment ce principe sacré du secret de l'instruction. Ça veut dire que les éléments du dossier répressif, du dossier judiciaire qui sont en cours actuellement, sont secrets, ne peuvent pas être dévoilés au public. Évidemment, la seule personne qui détient les informations du dossier judiciaire actuellement, c'est le magistrat instructeur, c'est-à-dire le procureur général qui est en charge de ce dossier pour l'instant. Et donc, aujourd'hui, dire que l'on se fonde sur une connaissance avérée des éléments du dossier, mais c'est suggérer qu'il y aurait eu violation du secret de l'instruction. Eh bien, sous d'autres essieux, en principe, la rigueur de la justice et de la tolérance zéro en la matière, surtout en matière de secret de l'instruction, qui est une garantie de la présomption d'innocence dans un dossier, veut que une information judiciaire soit ouverte pour identifier la source d'information de M. Georges Kapiamba, qui semble s'est basé sur des éléments du dossier. Parce que, d'autant plus que évoquer des éléments du dossier, ça veut donc dire aussi implicitement prétendre une violation du secret de l'instruction dans les chefs du magistrat instructeur. C'est jeter un discrédit sur l'institution judiciaire de la République démocratique du Congo, et c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'une justice forte, une justice impartiale, une justice fiable. Parler du secret de l'instruction, ça veut donc dire, c'est fragiliser l'appareil judiciaire de notre pays, c'est donc repousser finalement les investisseurs qui ne veulent pas venir dans notre pays parce que justement, il y a des allégations de manque de fiabilité de notre justice. Je pense que de telles attitudes, qu'on a même adhéré à l'OADA par rapport à cela. De telles attitudes ne sont pas responsables parce que ça peut avoir des conséquences gravissimes, y compris sur l'économie de notre pays. Nous avons besoin de la crédibilité de notre appareil judiciaire qui est en train d'être renforcé de plus en plus. J'ai même suivi le discours du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a rappelé évidemment l'importance d'avoir cette justice indépendante, une justice forte qui doit faire son travail en toute indépendance, et aujourd'hui fragiliser cette justice en prétendant avoir pu accéder aux éléments du dossier, c'est extrêmement grave. Mais évidemment, puisque vous parlez de cette question d'imputation dommageable, là encore c'est une autre infraction parce que la loi en démocratie s'est inscrite dans notre code pénal, mais aussi dans l'arsenal juridique de plusieurs pays de grande démocratie, c'est que
tout citoyen est présumé innocent, sauf si sa culpabilité venait à être prouvée à l'issue d'un processus judiciaire contradictoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Monsieur Albert Youma et toutes les autres personnes citées dans ce dossier sont légalement innocents. Ça veut donc dire que leur imputer des faits précis en alléguant qu'ils auraient fait un montage illicite pour détourner plus de 100 millions de dollars appartenant à la Gécamine, c'est évidemment un fait en lui-même répréhensible, parce que imputer un fait alors que cela n'est pas encore établi par des éléments de preuve, alors que ces personnalités continuent à l'heure actuelle de bénéficier de la présomption d'innocence en vertu de la loi, eh bien, c'est une infraction de calomnie, c'est une imputation dommageable à autrui qui est sanctionnée si jamais une plainte était déposée, non seulement d'une amende, mais surtout, bien entendu, d'une peine de servitude pénale, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement. On essaie de comprendre un peu plus clair, et surtout pour ceux qui nous suivent ici au Congo et à travers le monde, parce que, comme vous l'avez bien suivi, la thématique de cette émission, c'est que dans cette affaire de 200 millions, attaque contre Albert Youma, président du conseil d'administration, et la Gécamine elle-même, eh bien, la vérité est ailleurs. Il y a des tireurs de ficelles, il y a des personnes qui aimeraient bien que l'économie congolaise capote, les conditions FCC Cash capotent, et que les animateurs principaux aient des soucis au plan international, ce qui aura des conséquences sur notre économie. Est-ce que, maintenant qu'on a essayé de reprendre la coopération avec les FMI, avec la Banque mondiale, etc., le fait de fragiliser la grande entreprise qui est la Gécamine, vous l'avez dit tout à l'heure en première partie, ça n'a pas de conséquences sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Que pouvons-nous faire en tant que Congolais par rapport à cela? Ben, écoutez, le plus important aujourd'hui, c'est de dire que nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Ça, c'est un message qui est lancé mais à toutes les personnalités éprises de justice, éprises de démocratie, oui, absolument, mais aussi à tous les patriotes et nationaux congolais. Pourquoi je le dis? Ben, tout simplement parce que il aurait été plus avisé, dans le chef notamment de M. Kapiamba, de se limiter à utiliser évidemment le conditionnel, mais affirmer au présent ou au passé composé des faits précis qui ont pour conséquence, bien entendu, de jeter l'opprobre, le discrédit international sur la Gécamine, alors que cette entreprise est une entreprise phare sur laquelle compte le gouvernement congolais, toute la politique, justement pour permettre d'améliorer les conditions du peuple congolais, qui est prôné par le président de la République dans sa vision politique, exécutée dans le programme du gouvernement par le Premier ministre, son Excellence Ilunga Ilunkamba, mais se base en grande partie sur des projets de relance de la Gécamine. Je veux par exemple vous dire que lorsque l'on parle de crédit, parce que j'ai lu quelque part que l'on reproche à la Gécamine d'avoir contracté un crédit auprès d'une société qui s'appelle Fleurette et qui n'est pas une banque ou un établissement de crédit. Oui. Eh bien, il faut savoir d'abord que la réalité des pratiques dans notre pays, c'est qu'il n'existe aucune banque en République démocratique du Congo qui peut vous prêter 100 millions ou 200 millions de dollars. Ça n'existe pas. Le pays doit se développer. Pour se développer, eh bien, il faut de l'investissement. L'investissement, ça demande du cash. Ça demande de millions de dollars. La pratique, bien connue de tous et acceptable, a toujours été de recourir à des prêts auprès, bien entendu, de sociétés multinationales. C'est ce qui a été fait. Eh bien, ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Je vais par exemple vous dire que la Gécamine avait déjà d'ailleurs bénéficié d'un crédit antérieur auprès de cette même société Fleurette pour financer notamment une société qui se trouve à Kolwezi et qui va d'ailleurs
d'après les informations qui me parviennent, être bientôt dans le cadre d'une usine qui va être bientôt inaugurée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Savez-vous que le contrat dont on parle, qui a d'ailleurs été finalement produit par la Gécamine, puisqu'on a évoqué une inexistence de ce contrat dont on a dit qu'il était fictif. Heureusement que le contrat a été produit. J'ai eu la chance évidemment d'accéder à ce contrat, non pas dans le cadre du dossier judiciaire qui lui est secret, mais dans le cadre évidemment de la transparence qui imposait à un moment donné à la Gécamine de disponibiliser ce contrat. J'ai vu ce contrat et ce contrat indique bien entendu qu'il a été préparé au préalable par un cabinet d'avocats internationaux qui jouissent de la plus grande réputation en matière d'éthique. Et donc de ce point de vue, je vois mal un cabinet international de cette envergure s'hasarder à préparer un contrat dans un contexte de blanchiment. Je vais d'ailleurs vous dire, puisqu'on allègue aussi que la société en question qui a conclu le contrat avec Gécamine est une société qui aurait été sanctionnée par les États-Unis pour ses activités illicites. Mais moi ici je vous dirais qu'au moment de la conclusion du contrat, il y avait aucune sanction. Le 1er octobre 2017, eh bien il n'y avait aucune sanction, comme on dit, aucun criminal record. C'est-à-dire aucun antécédent judiciaire, aucune sanction américaine, aucune sanction internationale contre cette société Fleurette qui, d'ailleurs, entreprend de liens avec la Gécamine bien avant l'arrivée du PCA Yuma au sein de la Gécamine. Et cela a toujours été effectué en toute transparence. Aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? Ben, c'est de savoir que, puisque j'ai lu, vous avez évoqué cela tout à l'heure, la question du compte, parce qu'on a aussi dit, mais tout compte fait, on veut détourner de l'argent qui appartient à la Gécamine parce qu'il n'y a jamais eu un virement sous forme de prêt à la Gécamine par la société Fleurette, parce qu'il s'agirait d'une autre société qui s'appelle Gécamine Développement. Eh bien, il faut faire la différence, lorsqu'on ouvre un compte en banque, entre le titulaire du compte et l'intitulé du compte. C'est deux choses différentes. Eh bien, le compte, l'argent a été versé parce qu'on a pu, c'est visible, le SWIFT démontre qu'il y a eu bien un transfert, en dehors du SWIFT international, qui est passé d'ailleurs par la Belgique, par une des banques de grande renommée, qui est l'ING Belgium, qui est passé évidemment sous la vigilance de la commission bancaire et financière en Belgique, qui est une commission au niveau européen qui est évidemment extrêmement méticuleuse. Ces virements, si c'était un virement suspect, ça n'aurait jamais transité par la banque ING avec plus de 100 millions de dollars. C'est extrêmement clair là-dessus. Eh bien là, je peux vous dire que le compte, sur base des éléments probants que je n'ai pas pu obtenir à travers le dossier judiciaire, qui est un dossier secret, mais qui sont des documents comptables qui, sur requête, peuvent être accessibles, eh bien, les états financiers de la Gécamine, mais aussi les extraits de compte de la Gécamine indiquent bien qu'il y a eu ce virement qui a été effectué non pas sur un compte personnel d'un particulier, mais sur un compte officiel de la Gécamine, ce compte qui est dédié d'ailleurs à des projets de développement et de relance de la Gécamine, est intitulé Gécamine Développement. Donc c'est tout à fait clair là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est important, parce que quand on parle des indices de blanchiment d'argent, il faut se poser la question de savoir vers quelle destination finalement a été affecté cet argent. Je peux vous dire que la ligne de crédit était de 200 millions, mais l'argent effectivement prélevé sous forme de prêt n'est que d'environ la moitié, 128 millions de dollars. Et je peux vous dire que 90% de cet argent a été versé au trésor public au titre, bien entendu, d'avance sur impôt. Et une note
du ministre des Finances en atteste. Donc au regard de cela, je vois mal comment est-ce qu'on peut finalement reprocher à une société de payer ses impôts au trésor public, alors que tout le monde sait que depuis des années, la Gécamine est le principal contributeur. Moi, je dis non à cette menace contre la Gécamine, parce que menacer la Gécamine, accuser la Gécamine dans des faits de blanchiment d'argent, c'est de traiter la Gécamine comme personne morale impliquée dans la criminalité financière internationale. Ça veut donc dire c'est de pousser la Gécamine vers l'asphyxie, parce que c'est empêcher les financements internationaux de la Gécamine, c'est-à-dire c'est de tuer l'économie de notre pays, parce que la Gécamine a toujours aidé aussi à la diversification de l'économie qui est prônée par son Excellence le Président de la République Félix Tshisekedi dans sa vision lorsqu'il dit aujourd'hui, pour que le Congo aille de l'avant, au-delà de ce qu'on peut tirer comme bénéfice de notre sous-sol, nous devons développer l'agriculture dans notre pays. Nous avons plusieurs millions de terres arables dans notre pays qui vont permettre l'autosuffisance alimentaire, qui vont même permettre finalement d'alimenter, d'approvisionner même des pays voisins. La population ne va plus mourir de faim, mais on sait très bien que la Gécamine a beaucoup justement financé les secteurs de l'agroalimentaire. Et donc, aujourd'hui, l'on ne peut pas imaginer les conséquences. Le développement économique et social de notre pays sans la Gécamine. Et vous l'avez dit aussi à un moment donné, vous avez parlé de deux personnalités de la Gécamine qui se sont retrouvées à l'aéroport de Ndjili et qui ont été interdites de voyager. Cette question-là, pour terminer, dans quelles circonstances on peut empêcher deux personnes congolaises, selon la loi, on peut les empêcher de se déplacer? Quelle est la loi? Eh bien, la loi est claire en la matière. C'est d'abord la constitution de notre pays. Vous lirez avec intérêt l'article 130 et 131 de la Constitution. La liberté est garantie par la Constitution de notre pays. La liberté pour tout particulier se trouvant sur l'espace territorial de notre pays, de circuler librement sur toute l'étendue du territoire national est garantie par les articles 130 et suivants de la Constitution. Et le Code pénal est très clair pour dire que tout fonctionnaire ou tout dépositaire de l'autorité publique ou de la force publique qui se permettrait d'enfreindre les droits et libertés garantis aux particuliers par la Constitution et par les lois de la République, se trouve lui-même justement coupable d'un crime pour lequel il est sanctionné par une peine de servitude pénale. Donc une peine d'emprisonnement est réservée à l'encontre de tout fonctionnaire de l'État, de tout dépositaire de l'autorité publique qui se permettrait de restreindre la liberté de circulation des particuliers sur toute l'étendue du territoire de la République. Il n'y a que trois cas prévus par la loi dans lesquels une personne peut se voir restreindre sa liberté de mouvement, c'est-à-dire, notamment, premier cas, c'est le cas de la garde à vue, c'est-à-dire qu'il y a un procès verbal signé par un agent de police judiciaire dans le cadre de la prévention de menaces à l'ordre public. On n'est pas dans ce cas. Deuxième cas, c'est lorsque un mandat d'amener est signé et régulièrement notifié par le procureur de la République ou par le procureur général. On n'était pas non plus dans ce cas. Troisième cas, bien entendu, c'est lorsque, dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt provisoire, le procureur, dans le délai de 5 jours de la privation de liberté, ou par la suite les juges, dans le cadre du contrôle sur la privation de liberté d'un particulier, décident d'assortir une mise en liberté provisoire
par une ordonnance qui fixe des conditions restrictives à la liberté. On n'est pas non plus dans ce cas parce que nous n'avons pas dans ce dossier un procès verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans le cadre de la garde à vue. Nous n'avons pas non plus une décision, un mandat d'amener signé par le procureur général dans ce dossier qui est le magistrat instructeur. Nous n'avons pas non plus une ordonnance rendue par les juges qui restreint la liberté de ces personnes. Et donc, à ce titre-là, évidemment, c'est totalement illégal et des sanctions pénales sont prévues à l'encontre de tout dépositaire de l'autorité publique ou tout fonctionnaire qui se permettrait ainsi de dire à un citoyen congolais qui se trouve à l'aéroport de Ndjili, qui veut se rendre comme en l'espèce à Lubumbashi ou partout ailleurs sur le territoire national, l'en empêcher est un crime, c'est une entrave, c'est une restriction aux droits et libertés garantis par la Constitution. Merci beaucoup, Maître Aimé Kilolo. Je rappelle qu'il est avocat international, expert en questions politico-juridiques, qui est venu nous éclairer par rapport à cette question majeure du moment. Et ça permet d'ailleurs à la population congolaise, aux autorités de la RDC, aux observateurs de comprendre que cette affaire des 200 millions, les attaques contre Albert Youma et la Gécamine, c'est parfois des cabales comme ça qu'on orchestre très souvent d'ailleurs contre la RDC, et il est temps que les Congolais prennent en tout cas les responsabilités et qu'ils soient prudents, comme l'a dit Maître Kilolo tout à l'heure, pour anticiper sur la déstabilisation en cours. En tout cas, merci Maître. Cette émission sera rediffusée et vous serez encore invité d'ailleurs dans le programme d'autres émissions pour éclairer l'opinion par rapport à ça. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est la suite des programmes sur votre chaîne. Restez sur Télé 50, c'est votre chaîne. À très bientôt. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.